Je suis montée dans la voiture de mon mari et j'ai trouvé un tube de lubrifiant intime dans la boîte à gants. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement remplacé en secret par de la superglue industrielle. Et ce qui s'est passé ensuite a obligé nos voisins à appeler les pompiers. Je suis tellement contente que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle a voyagé. Je me suis assise à la table de la cuisine. Le silence dans la maison était aussi épais que le brouillard matinal. Un silence qui était devenu un invité indésirable permanent. La vieille horloge accrochée au mur, un cadeau de mariage de ma défunte mère, tic-taquait, avec un rythme accusateur implacable. Chaque battement me rappelait douloureusement une vie que je commençais à soupçonner être un beau mensonge méticuleusement élaboré. Mon mari Julian venait de rentrer d'un de ses innombrables dîners d'affaires. Il avait l'air non seulement épuisé, mais aussi hanté, comme s'il portait le poids d'un secret trop lourd à supporter. Son visage était marqué par la fatigue et la culpabilité, avec des rides autour des yeux et de la bouche qui n'avaient jamais été là auparavant. Il jeta sa veste sur le canapé avec une lassitude qui semblait feinte, desserra sa cravate comme si c'était un nœud coulant dont il voulait désespérément s'échapper, et s'effondra sur le lit, les ressorts familiers grinçant sous son poids, sans même prendre la peine de se doucher. Le parfum subtil de son eau de Cologne coûteuse flottait dans l'air, mais il était mélangé à une nouvelle fragrance inconnue, un parfum floral sucré qui semblait être une intrusion, une confession effrontée d'une vie que je ne savais pas qu'il menait. Quelques minutes plus tard, le doux ronflement de son sommeil emplit la maison, un son qui m'apportait autrefois du réconfort, mais qui me semblait désormais être une berceuse moqueuse, une berceuse pour un imbécile. Je me levai, avec la grâce tranquille et acquise par l'habitude d'une femme mariée depuis 40 ans, et commençai à ranger le désordre qu'il avait laissé dans le salon. Sa veste, son portefeuille, son téléphone portable, son vieil ordinateur portable. L'écran du téléphone était toujours allumé, un nouvel email brillant comme un sinistre présage. Je fronçai les sourcils. Julian n'utilisait jamais les emails. Il disait toujours « Juliette, tout ce truc technologique est trop compliqué. Je préfère simplement appeler quelqu'un. » Mais maintenant, un email. Il était là, bien en évidence. Un fantôme numérique d'une vie que je ne savais pas qu'il menait. Poussé par une curiosité morbide qui me semblait à la fois mauvaise et nécessaire, je l'ai ouvert. Le message était court, quelques mots seulement, qui allaient bouleverser mon monde. « Tu as été incroyable ce soir, papa. » Il était suivi d'un cœur rouge, symbole d'affection qui transperçait mon propre cœur d'une douleur froide et aiguë. Je me suis figée, comme si quelqu'un m'avait giflé. Le monde numérique était un miroir cruel, reflétant une vérité que j'avais trop peur de voir. Papa. Ce mot résonnait dans mon esprit. Qui l'appelait ainsi? Et sur un ton si intime et affectueux. Je fis défiler l'écran, le pouce tremblant à la recherche d'autres indices. Mais il n'y avait rien. Juste une adresse email étrange, un mélange de caractères sans signification qui n'apportait aucune réponse. Seulement davantage de questions. Un frisson me parcourut, non pas à cause du froid, mais d'une peur profonde, viscérale. C'était comme un vent glacial s'engouffrant par une fissure dans la porte de ma vie, révélant une chambre secrète dont j'ignorais l'existence. Je jetai un coup d'œil à la chambre et vis Juliane se retourner en ronflant bruyamment, le visage immobile et paisible, un contraste saisissant et exaspérant avec la tempête qui faisait rage en moi. Mon cœur battait comme celui d'un voleur, à un rythme effréné et coupable. Je remis rapidement le téléphone à sa place, les mains tremblantes au point de presque le laisser tomber. J'ai continué à nettoyer, mes mouvements désormais mécaniques, robotiques. J'ai rassemblé ses vêtements sales pour les mettre à laver. En vérifiant les poches de son pantalon, j'ai senti un morceau de papier plié, neuf et impeccable. C'était un reçu d'un restaurant chic de Munich daté de cette même nuit. J'ai froncé les sourcils. Munich? Il m'avait dit qu'il rencontrait ses partenaires à Francfort. Un petit rire amer m'a échappé. Julian détestait conduire jusqu'à Francfort. Munich, en revanche, était l'endroit où sa mère avait vécu avant de décéder. Il en gardait de bons souvenirs, ce qu'il m'avait souvent rappelé. Mais avec qui avait-il dîné à Munich alors qu'il m'avait menti en me disant qu'il était à Francfort? Le reçu indiquait un repas pour deux, une bouteille de Bordeaux coûteux, un vin qu'il m'avait offert pour notre 10e anniversaire, un vin que je n'avais jamais oublié, et des plats principaux composés d'un steak et de pâtes. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois
où Julian m'avait emmené dans un endroit comme celui-là. Peut-être il y a 10 ans, lorsque j'avais ouvert ma première boulangerie. C'était un souvenir gravé dans ma mémoire. La lumière vacillante des bougies, son sourire fier, la façon dont il avait trinqué à ma réussite. Maintenant, ce souvenir était un mensonge, une photo défraîchie dans un album de tromperie. J'ai sorti mon téléphone et avec une détermination silencieuse, j'ai pris une photo du reçu et de l'email. Je ne voulais pas y croire, mais l'intuition d'une femme, l'intuition d'une épouse depuis 40 ans, est une connaissance profonde et primitive. Il se passait quelque chose, et je devais découvrir quoi. Mes mains tremblaient, non seulement de colère, mais aussi d'une profonde angoisse existentielle. J'avais l'impression d'être au bord d'une falaise, sur le point d'assister à l'effondrement spectaculaire de toute ma vie. Je me suis rendue au garage. La vieille voiture familiale de Julian était encore chaude, l'air était imprégné d'une odeur d'essence et du parfum sucré et discret de ses vêtements. J'ai ouvert la porte, une petite bouffée d'angoisse froide me serrant l'estomac. J'ai allumé ma lampe torche et j'ai inspecté chaque recoin du siège conducteur. Il n'y avait rien d'inhabituel, juste quelques pièces de monnaie et une bouteille d'eau vide. Mais lorsque j'ai fouillé dans la boîte à gants côté passager, mes doigts ont effleuré quelque chose de plastique et de glissant. Je l'ai sorti et mon cœur s'est presque arrêté. Un tube de lubrifiant intime usagé, avec des résidus séchés sur le bouchon, une preuve collante et accablante. Je suis restée là, dans le garage sombre, à le fixer comme s'il s'agissait d'un secret inavouable, la manifestation tangible de mes pires craintes. Julian et moi n'avions pas eu de relation intime depuis des années. Il disait toujours qu'il était fatigué, que l'âge avait sapé son désir. Alors, à quoi servait ce lubrifiant? La question résonnait dans mon esprit, chaque syllabe comme un coup de marteau sur ma fragile réalité. Je me sentais paralysée, mais je gardais la tête froide, mon instinct de survie prenant le dessus. Je l'ai remis exactement là où je l'avais trouvé. Je me suis essuyé les mains avec un mouchoir en papier, les frottant jusqu'à les irriter, comme si j'avais peur que la trahison laisse une marque permanente sur ma peau. J'ai continué à fouiller, cette fois-ci plus minutieusement, plus méthodiquement. Sous le siège arrière, j'ai trouvé des mouchoirs froissés, imprégnés d'un parfum floral sucré qui n'était ni celui d'un homme, ni mon parfum de rose doux et familier. Cette odeur était étrangère, provocante, un cri d'infidélité bruyant et vulgaire dans le sanctuaire tranquille de notre garage. J'ai pris des photos de tout, du lubrifiant, des mouchoirs, comme si je pouvais capturer le parfum dans une image. J'ai fermé la voiture et je suis retournée à l'intérieur, le poids des preuves pesant sur moi, plus lourd que n'importe quel sac de farine que j'avais jamais soulevé. Je me suis assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes de manière incontrôlable, et j'ai repris le téléphone de Julian. À ce stade, j'étais presque certaine qu'il me trompait. J'ai vérifié ses messages, mais il n'y avait que des discussions professionnelles, froides et sèches, comme un paysage désertique. Sa boîte de réception était vide, à l'exception d'un seul email étrange. J'ai vérifié les dossiers, envoyés, et brouillon. Rien. Tout était trop propre, trop parfait, de manière suspecte, comme s'il avait effacé toute trace de sa tromperie. Un maître du mensonge, ai-je pensé avec amertume. Ma rage était désormais une pierre froide et dure dans ma poitrine, et une nouvelle émotion, plus dangereuse, commençait à bouillonner en moi. Un désir de vérité, un besoin de révéler le mensonge, quel qu'en soit le prix. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait et que la douce lumière filtrait à travers les rideaux de la fenêtre, j'étais déjà réveillée, un fantôme dans ma propre maison. L'image du lubrifiant, le reçu du restaurant et cet email ne cessaient de tourbillonner dans ma tête, un carrousel venimeux de doutes. Je me tenais dans la cuisine, les mains occupées, mais l'esprit en proie à une tourmente frénétique. Je préparais un petit déjeuner simple, 2 œufs au plat, des toasts et une tasse de café noir fort, comme Julian l'aimait. Je n'avais presque pas dormi de la nuit. Julian était descendu, l'air fatigué, les cheveux en bataille et les yeux encore embrumés. Il s'est assis à table, a pris sa tasse de café, en a bu une gorgée et l'a reposée à moitié pleine. J'ai une réunion importante aujourd'hui, a-t-il dit d'une voix rauque, une phrase qu'il avait répétée d'innombrables fois auparavant sans me regarder dans les yeux. Je suis sûre que je rentrerai tard. Il était si doué pour ça, me suis-je dit. Ses mensonges faciles, son ton désinvolte, tout cela me glaçait le sang. J'ai acquiescé avec un sourire crispé, alors que tout ce que je voulais, c'était crier. Où est cette réunion? Avec qui? Encore à Munich?
Mais je me suis retenue, ma rage bouillonnant en silence, et j'ai simplement répondu. D'accord, fais attention. Il s'est levé, m'a donné une petite tape sur l'épaule, un geste qui ressemblait plus à une réflexion après coup qu'à un signe d'affection, puis il est parti. La porte s'est refermée, laissant la cuisine dans le silence, et moi avec un soupçon qui se transformait en une certitude monstrueuse. J'ai débarrassé la table et lavé la vaisselle une par une, le rythme de cette tâche étant une petite encre dans la tempête de mes émotions. Je ne pouvais pas rester assise là, à inventer des théories. J'avais besoin de la vérité, de preuves tangibles. J'ai pris mon téléphone et cherché le numéro de Madame Muller, une amie de longue date qui m'avait beaucoup aidée lorsque j'avais ouvert ma boulangerie. Elle m'avait un jour parlé d'un bon détective privé spécialisé dans les affaires d'infidélité. Juliette, si jamais tu en as besoin, je peux te donner le numéro de Thomas, m'avait-elle dit. Il est très discret et fiable. Je n'avais jamais pensé avoir besoin de l'appeler, mais je n'avais plus le choix. J'ai composé son numéro, la voix tremblante, chaque sonnerie résonnant comme un battement de tambour dans mon anxiété grandissante. Bonjour, Madame Muller. Pouvez-vous m'aider à joindre Thomas? J'ai besoin de lui. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, une pause qui en disait long avant de répondre. Juliette? Que se passe-t-il? Julian a-t-il fait quelque chose? Je soupirai, ne voulant pas entrer dans les détails au téléphone, ma fierté blessée et à vif. J'ai juste besoin de connaître la vérité. Pouvez-vous m'aider? Madame Muller, une femme peu loquace mais dotée d'une intuition profonde, accepta immédiatement et à peine une heure plus tard, je reçus un message de Thomas me demandant de le retrouver à midi dans un petit café du centre-ville. Madame Roberts, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider, m'écrivit-il. Le message était court, mais il suffit à me soulager quelque peu. Une bouée de sauvetage dans un océan de mensonges. À midi, je me rendis au café, un petit établissement avec des tables en bois usé et une odeur de café torréfié qui emplissait l'air. Un parfum qui me réconfortait d'habitude, mais qui me semblait étrangement étranger à présent. Je choisis un coin isolé, où personne ne me remarquerait, une ombre dans une pièce baignée de lumière. Thomas est entré, un homme d'âge moyen, petit et trapu, vêtu d'une simple chemise bleu clair et avec des yeux philosophiques qui semblaient tout lire, voir au-delà des apparences. Je lui ai tendu une clé USB contenant les photos que j'avais prises la veille, l'étrange email, l'addition du restaurant, le tube de lubrifiant et quelques mouchoirs. C'est tout ce que j'ai, ai-je dit d'une voix tremblante. Je n'en suis pas sûre, mais je pense que mon mari me trompe. Ces mots avaient un goût de cendre. Thomas acquiesça, examinant chaque image sur son téléphone, le visage impassible, une façade professionnelle, cachant ses pensées. Il prit soigneusement des notes dans un petit carnet. Madame Roberts, je comprends. Je commencerai à suivre Monsieur Roberts cet après-midi. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant dès que possible. Je le regardai, essayant de retenir les larmes qui me brûlaient les yeux. Merci, dis-je doucement. Je veux juste connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Thomas acquiesça d'un air compatissant, une lueur de compréhension dans les yeux. Je ferai de mon mieux. Rentrez chez vous et ne faites rien qui puisse éveiller les soupçons. Je quittai le café et me frayai un chemin à travers la foule, mais je ressentais une solitude que je n'avais jamais connue auparavant. 40 ans de mariage, une vie bâtie sur des fondations de confiance qui s'effondraient désormais sous mes pieds. J'avais accordé toute ma confiance à Julian. J'avais toujours cru qu'il était un père de famille, quelqu'un qui serait à mes côtés dans toutes les épreuves. Il était mon roc, mon ancrage. Et maintenant, j'étais là, à engager un inconnu pour suivre mon propre mari. L'ironie de la situation était difficile à avaler. J'avais l'impression d'être dans un mauvais film, un personnage d'un drame pour lequel je n'avais jamais auditionné. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans la boulangerie, entourée de l'odeur familière de la levure et de la farine, une présence apaisante et constante, en train de vérifier les factures de livraison, mon téléphone a vibré. Un message de Monsieur Thomas. Je l'ai ouvert, le cœur battant à tout rompre, le sang rugissant dans mes oreilles. C'était une photo de Julian, vêtu de la chemise bleu clair qu'il portait souvent, entrant dans un restaurant chic, main dans la main, avec une femme. J'ai zoomé sur l'image et mon cœur s'est arrêté. C'était Allison, ma belle-fille. Elle portait une robe noire moulante, était très maquillée, avec un rouge à lèvres rouge vif,
et avait les cheveux détachés. Il ne ressemblait pas à un beau-père et à sa belle-fille, mais à un couple en rendez-vous galant. Leurs corps étaient tournés l'un vers l'autre, comme s'ils partageaient un secret. Je me suis affalée dans mon fauteuil, la main tremblante, serrant le téléphone. Allison, comment était-ce possible? Lors des réunions de famille, elle et Julian se montraient toujours distants, se parlant à peine. Je réalisais maintenant que c'était une comédie magistrale, une mise en scène à mon intention. Monsieur Thomas m'envoya d'autres photos. Sur l'une d'elles, ils étaient assis dans un coin isolé, la table décorée de bougies et de fleurs. Allison était penchée vers lui, souriante, et Julian trinquait avec son verre en lui lançant un regard étrangement tendre. Je vis la photo et ressentis une douleur écrasante dans ma poitrine. En 40 ans, je ne l'avais jamais vu me regarder ainsi, même quand nous étions jeunes. Quand j'étais cette fille de Hambourg aux longs cheveux et au sourire radieux, il me regardait ainsi, avec un regard d'adoration sincère, d'un amour que je croyais mien. Maintenant, c'était le sien. Au milieu de la nuit, une vidéo est arrivée de Monsieur Thomas. L'horloge murale indiquait 2 heures du matin. J'ai mis mes écouteurs dans une tentative désespérée de garder le secret et j'ai appuyé sur « Play ». Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Dans la vidéo, Allison se penchait vers l'oreille de Julian et lui murmurait quelque chose qui le faisait rire aux éclats, un son qui m'était étranger. Sa voix était douce, ses yeux brillaient sous les lumières du restaurant. Puis, ils se sont levés et sont partis, et Julian, toujours gentleman, lui a ouvert la portière de la voiture comme si elle était une dame et lui son amant. Je repassais la vidéo encore et encore, m'infligeant une torture volontaire. Chaque fois, c'était comme un nouveau coup de poignard dans le cœur. Allison, ma belle-fille, que j'avais traitée comme ma propre fille, à qui j'avais appris à faire le strudel traditionnel de notre famille, et Julian, l'homme à qui j'avais consacré toute ma vie, avec qui j'avais fondé une famille. Que faisait-il derrière mon dos? Derrière le dos de Daniel? Les questions se bousculaient dans ma tête, menaçant de me noyer. J'ai enregistré toutes les photos et la vidéo sur une clé USB, en notant chaque détail, la date, l'heure, le lieu et même le nom du restaurant. Mes mains travaillaient en pilote automatique, mais mon esprit était en proie au chaos. Je ne voulais pas y croire. Je ne pouvais pas croire que Julian et Allison étaient capables d'une chose aussi basse, aussi cruelle. Mais les preuves étaient notées là, devant moi, indéniables, une montagne de preuves. Je suis restée dans la boulangerie, parmi les plateaux de pâtisserie qui sentaient bon, mais j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Je me suis souvenue des débuts de l'entreprise, quand Julian m'aidait à porter les sacs de farine, quand nous rions ensemble dans cette petite cuisine, nos rêves aussi grands que le ciel. Tout cela semblait désormais être un lointain souvenir, un beau mensonge que j'avais vécu trop longtemps. Le lendemain matin, je me trouvais dans la petite cuisine de la boulangerie, tenant une liste de commandes pour un grand hôtel du centre-ville. L'odeur de la farine et de la vanille, qui m'apportait toujours la paix, me semblait vide ce jour-là, un réconfort creux. Dès que j'eus fini de signer le bon de livraison, mon téléphone vibra dans la poche de mon tablier. Je m'essuyai les mains et mon cœur se serra lorsque je vis qu'il s'agissait d'un message du détective. Juste une petite phrase. « Madame Roberts, je vous envoie d'autres preuves. » Je pris une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais mes mains tremblaient lorsque j'ouvris le message. Une série de photos est apparue à l'écran. La première montrait Julian dans sa chemise grise habituelle, sortant d'un cabinet d'avocat près de la place principale. À ses côtés se trouvait Allison, vêtue d'une robe de bureau beige, les cheveux attachés en queue de cheval haute et portant d'énormes lunettes de soleil noires qui couvraient presque tout son visage. Une tentative pathétique de rester anonyme. Ils marchaient très près l'un de l'autre, non pas comme des beaux-parents, mais comme un couple. Leur corps témoignait de leur lien interdit. Sur la photo suivante, ils se tenaient devant un hôtel 4 étoiles aux portes vitrées étincelantes et à l'enseigne dorée. J'ai zoomé, cherchant désespérément un signe qui me permettrait de nier ce que je voyais, mais il n'y avait rien. Ils avaient l'air trop naturels, trop à l'aise ensemble, appartenant à un monde dont je ne faisais pas partie. Puis, vint une courte vidéo de Monsieur Thomas. J'ai appuyé sur « Play » et mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser, comme un tambour frénétique contre mes côtes. La vidéo était filmée de loin, mais on voyait clairement Julian et Allison sur le balcon du 3e étage de l'hôtel. Il avait son bras autour de sa taille et elle reposait sa tête sur son épaule, ses longs cheveux flottant doucement dans le vent. Puis,
Comme un coup de poignard, je les ai vus échanger un baiser rapide, sans essayer de se cacher. Ce baiser fut bref, mais suffisant pour anéantir le dernier espoir qui me restait. J'ai rejoué la vidéo, image par image, chaque image s'enfonçant plus profondément dans mon âme. Une lente et douloureuse descente aux enfers. Le rideau de la chambre s'est légèrement ouvert et Allison est sortie, courant vers Julian pour l'embrasser, le visage illuminé de bonheur, comme une jeune fille amoureuse. Je me suis effondrée sur la chaise, m'agrippant au bord de la table pour ne pas m'écrouler. Monsieur Thomas a écrit: ils ont également loué la chambre pour l'après-midi. On dirait qu'ils vont passer la nuit ici. Je vais les surveiller. Je relisais le message encore et encore, la gorge serrée, comme si j'étais étranglée. Quelques heures plus tôt, Julian m'avait envoyé un SMS. Juliette, je ne rentrerai pas à la maison ce soir. Je dois rencontrer un partenaire potentiel qui vient de l'extérieur de la ville. Repose-toi bien. Le ton était doux et attentionné, comme il l'avait toujours été depuis des années. Mais maintenant, je savais que tout cela n'était qu'un mensonge bien construit, un partenaire potentiel qui n'habite pas en ville. Il n'habitait pas en ville. Il était ici, dans un hôtel 4 étoiles, avec notre propre belle-fille. J'ai ouvert mon disque dur portable et j'ai soigneusement enregistré toutes les photos et toutes les vidéos. Chaque fois que j'appuyais sur enregistrer, je regardais l'image comme pour m'assurer que je ne rêvais pas. Dans la vidéo, le regard de Julian vers Allison était si tendre. La façon dont il caressait ses cheveux me rappelait celle dont il le faisait avec moi il y a plus de 30 ans. Nous étions jeunes et je croyais que notre amour durerait pour toujours. Une promesse murmurée sous le ciel étoilé de Hambourg. En voyant cela, je ne voyais plus que des mensonges et une trahison flagrante. Je me suis souvenu des réunions de famille, tout le monde assis autour de la table, une image de notre famille parfaite. Allison s'asseyait toujours loin de Julian. Parfois, elle le regardait, même avec dégoût. Daniel plaisantait. Maman, je crois qu'Allison ne supporte pas papa. Elle l'évite comme la peste. Je le croyais aussi. Je pensais qu'ils ne s'entendaient tout simplement pas, qu'elle essayait juste de s'intégrer dans la famille. Mais maintenant, je comprenais que tout cela n'était qu'une farce, une danse de tromperie soigneusement chorégraphiée. Ils jouaient trop bien leur rôle devant moi, devant Daniel, devant tout le quartier. Je me sentais comme une idiote, une épouse aveugle, trahie par deux traîtres sous mes yeux. Les gens vivaient leur vie sans se douter de ce qui se passait sur le balcon de cet hôtel. Mais Monsieur Thomas avait capturé le moment parfait, tel un chasseur silencieux, un instantané de ma réalité. Je lui ai répondu: merci. Continuez à surveiller. J'ai besoin de tout savoir. Il m'a répondu brièvement: je le ferai. Restez calme. Cette nuit-là, je suis retournée dans la maison qui avait été mon foyer avec Julian. Elle me semblait désormais étrangère, un lieu hanté par les fantômes et les mensonges. J'ai ouvert le tiroir de la commode et j'ai sorti une épaisse enveloppe, mes mains bougeant avec une détermination sinistre. J'ai imprimé toutes les preuves, les photos de Julian et Allison quittant le cabinet de l'avocat, les photos d'eux entrant dans l'hôtel, les photos d'eux sur le balcon et chaque image de la vidéo. Je les ai soigneusement rangées, j'ai scellé l'enveloppe et je l'ai cachée au fond du tiroir, sous de vieilles photos de famille. Je regardais une photo de nous quatre, Julian, Allison, Daniel et moi, prise lors de l'anniversaire de Daniel il y a quelques années. Allison souriait, serrant Daniel dans ses bras, tandis que Julian se tenait à côté de moi, le bras sur mon épaule, l'air fier. En la regardant maintenant, je n'avais qu'une envie, la déchirer en morceaux, effacer de ma vie l'image de leur visage souriant. Le lendemain matin, juste avant l'aube, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir lentement. Julian est entré en titubant, sentant l'alcool. Le partenaire était trop difficile, Juliette, s'est-il plaint d'une voix rauque, les yeux rouges comme s'il avait passé la nuit debout. J'ai dû beaucoup boire. Je suis épuisée. J'étais dans la cuisine, un verre d'eau à la main, le regardant se donner en spectacle, avec l'impression qu'il remuait le couteau dans la plaie. Repose-toi, lui ai-je répondu calmement, comme toujours, avec la voix exercée d'une épouse. Tu dois aller travailler demain. Il a acquiescé, m'a tapoté l'épaule comme si de rien n'était, puis s'est traîné jusqu'à la chambre. Quelques minutes plus tard, il ronflait paisiblement, comme s'il ne m'avait jamais trompé, comme s'il n'était jamais allé à l'hôtel avec notre propre belle-fille. Lorsque je fus certaine que Julian était endormi, mon téléphone vibra. C'était un appel du détective, Monsieur Thomas. Sa voix était basse, presque un murmure, comme s'il craignait que quelqu'un ne l'entende.
Madame Roberts, j'ai enregistré leur conversation dans le parking de l'hôtel, j'ai utilisé un équipement spécial, ils ne s'en sont même pas aperçus, je vous l'envoie tout de suite. Quoi cool. Mon cœur battait à tout rompre, mais je me suis contentée de répondre « Merci Thomas. Envoyez-moi le fichier ». Quelques minutes plus tard, un fichier audio est apparu dans mes messages. J'ai mis mes écouteurs, je me suis assise à table et j'ai appuyé sur Play. La première chose que j'ai entendue était la voix d'Alison, froide et ambitieuse, la voix d'une étrangère. Papa, dépêche-toi avec ce faux contrat. Je veux déjà toute cette chaîne de magasins. Je veux que cette vieille vache quitte la maison. J'ai senti un coup dans ma poitrine et j'ai serré le téléphone dans ma main. Puis est venue la voix de Juliane, grave et confiante. Ne t'inquiète pas pour ces papiers. Juliette ne sait rien. Laisse-moi m'en occuper. Elle me fait trop confiance. J'ai eu l'impression qu'on me poignardait et que le cœur. Il ne se contentait non pas de me tromper, il prévoyait de me prendre tout ce que j'avais construit, la chaîne de boulangerie, toute la sueur, les larmes et les nuits blanches, la cuisson de chaque fournée. Courir partout en ville pour faire les livraisons et préserver ma réputation. Tout cela m'appartenait. Julian ne s'était jamais sali les mains dans la cuisine. Il n'avait jamais travaillé au comptoir ni signé de contrat avec des hôtels. Et maintenant, lui et Allison voulaient tout me prendre, me chasser de la maison que j'avais construite. J'ai failli m'effondrer, mais j'ai quand même réussi à garder mon sang-froid pour copier l'enregistrement audio sur la clé USB où je conservais les autres preuves. J'ai soigneusement noté l'heure et le lieu, comme pour essayer de rester stable au milieu de la tempête. Le lendemain matin, alors que je préparais le café dans la boulangerie, mon téléphone a de nouveau vibré. Thomas m'avait envoyé une nouvelle série de photos prises avec un téléobjectif. On y voyait Julian et Allison dans sa voiture, avec une épaisse pile de papier devant eux. Allison tenait un stylo rouge et annotait le document avec application. Julian, à côté d'elle, acquiesçait et souriait, comme s'il était tout à fait d'accord. Thomas a écrit « J'ai entendu quelque chose. Il semble qu'ils veulent utiliser un contact au bureau du notaire pour effectuer le transfert. Je vais enquêter davantage. » J'ai zoomé sur la photo. Je pouvais voir les lettres sur le papier, mais je ne pouvais pas les lire. Cependant, je savais qu'il ne s'agissait pas de documents de travail normaux. Ils prévoyaient de me voler tout ce pourquoi j'avais travaillé, étape par étape. J'étais assise là, au milieu des plateaux de pâtisserie qui sentaient si bon. Mais j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. J'ai rouvert le fichier audio, mis mes écouteurs et écouté chaque phrase, chaque mot qu'ils avaient reprononcé. Cette vieille vache misérable. C'est ainsi qu'Allison m'avait appelée. Je me suis souvenu des jours où elle venait de rejoindre la famille. Quand je lui avais appris à faire du riz, quand je l'avais serrée dans mes bras comme une fille, je pensais qu'elle faisait partie de la famille, qu'elle serait la femme qui, avec Daniel, construirait un avenir. Et Julian, l'homme que j'aimais depuis que j'étais une jeune fille, à Hambourg, qui avait juré qu'il serait avec moi jusqu'à la fin. Il s'était moqué de moi, une idiote qui croyait encore à l'amour et à la famille. Une cliente régulière est entrée, Madame Peterson, qui achetait toujours des pâtisseries pour ses petits-enfants. Juliette, ta boulangerie est bondée ces derniers temps. Ta chaîne de magasins s'agrandit. Je suis si fière de toi, m'a-t-elle dit d'une voix chaleureuse. J'ai esquissé un sourire et j'ai répondu « Merci, je fais de mon mieux ». Mais à l'intérieur, j'étais dévastée. Je me demandais ce qu'elle penserait si elle savait la vérité. Me verrait-elle comme une femme forte ou simplement comme une idiote trahie par son mari et sa belle-fille? J'ai emballé les pâtisseries de Madame Peterson, lui ai dit au revoir à la porte, puis me suis effondrée sur ma chaise, les mains sur la tête. Je voulais pleurer, mais aucune larme ne venait. Au lieu de cela, une rage silencieuse brûlait en moi comme le feu dans un four, prête à s'enflammer à tout moment. Ce soir-là, au dîner, je me suis assise en face de Julian, dans la petite cuisine, sous la lumière jaune qui donnait à son visage un éclat étrange et déformé. Il mangeait et parlait d'une voix monotone, comme si tout allait bien, comme si le monde n'était pas sur le point de s'écrouler pour lui. « Juliette, je dois signer des documents importants cette semaine. Tu devrais peut-être les relire. Ils sont compliqués. » Je pris un morceau de pain et fis semblant de le croquer, mais dans ma tête, je n'entendais que la voix d'Allison sur l'enregistrement. « Papa, dépêche-toi de signer les faux contrats. » Je savais qu'il testait le terrain. Il voulait m'entraîner dans son plan sordide. Je lui adressai un sourire sec, façade d'une épouse trop fatiguée pour discuter, et répondis « Oui, je les regarderai plus tard. Je suis fatiguée maintenant. »
Il acquiesça, but une gorgée de vin et me regarda comme si de rien n'était. Mais je savais que derrière ce sourire se cachait un homme, prêt à prendre tout ce que j'avais construit. Un prédateur attendant le bon moment pour frapper. Julian but quelques verres de vin supplémentaires, son visage devint rouge et il commença à marmonner à propos d'un client difficile qu'il avait vu ce jour-là. J'ai hoché la tête comme si je l'écoutais, mais à l'intérieur, j'avais envie de crier « Tu me prends pour une idiote ?» Quand il s'est levé en titubant et s'est dirigé vers la chambre, j'ai débarrassé la table, chaque mouvement lent, contenant la colère qui bouillonnait en moi. Il s'est jeté sur le lit, ronflant bruyamment, et a laissé ses clés de voiture sur la table de chevet, brillant sous la faible lumière, comme un appel à ma vengeance. Je l'ai fixé, le cœur battant à tout rompre. C'était ma chance, mon moment. J'entrai lentement dans la chambre en prenant soin de ne faire aucun bruit. Chaque pas me donnait l'impression de marcher entre la douleur et la détermination, entre le passé et un nouvel avenir inconnu. Je pris les clés, les serrai fort dans ma main et me dirigeai directement vers le garage. La nuit était calme, silencieuse, comme si le monde retenait son souffle. Je n'entendais que les grillons dehors, dont le chant accompagnait ma rage silencieuse. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone. La faible lumière éclairait la vieille voiture familiale de Julian, complice silencieuse de sa trahison. J'ai ouvert la porte, l'odeur d'essence était toujours là, mêlée à un étrange parfum sucré. J'ai ouvert la boîte à gants entre les sièges, et là, il y avait le tube de lubrifiant avec son bouchon desserré et des résidus séchés sur le bord, un monument à leur infidélité. Je l'ai tenu dans ma main, avec l'impression de tenir un secret sordide. Il était clair qu'il l'avait encore utilisé, comme pour confirmer que Julian et Allison continuaient à jouer leur petit jeu secret, leur petite danse perverse. J'ai emporté le tube de lubrifiant dans la cuisine, je l'ai posé sur le comptoir et je me suis lavé les mains avec du savon au citron. Je les ai frottés vigoureusement, comme pour effacer toute trace de la trahison que je venais de toucher. Le parfum frais n'a pas apaisé ma colère, mais il m'a aidé à rester concentré. J'ai ouvert le tiroir à outils et j'ai sorti un tube de superglue industrielle, transparente, du même type que celle que j'avais utilisée pour réparer une chaise à la boulangerie. C'était un outil de mon métier, désormais une arme pour ma vengeance. J'ai soigneusement dévissé le bouchon du lubrifiant et rempli le tube de colle, goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il soit complètement plein. J'ai essuyé l'embout, les secoué doucement pour mélanger le contenu et les tester un peu. Ils sortaient facilement, tout comme le lubrifiant d'origine. À première vue, personne ne remarquerait la différence. J'ai souri faiblement, même si un ouragan faisait rage en moi. Ce n'était pas un jeu. C'était la première étape pour obtenir justice. J'ai remis le tube dans la boîte à gants, j'ai remis le tapis de sol et le siège en place, comme si personne n'avait touché à rien avant de fermer la voiture. J'ai ouvert le coffre pour vérifier. Il n'y avait que des sacs froissés, une bouteille d'eau vide et un préservatif inutilisé dans un coin. Mon cœur fit un bond, mais je n'étais plus surprise. Je pris des photos avec mon téléphone et les ajoutai à la collection croissante de preuves. Chaque image était un élément supplémentaire, un rappel que je ne pouvais pas laisser Julian et Allison s'en tirer avec leurs mensonges. De retour dans la maison, je remis les clés à leur place, à côté du réveil de Julian. Je pris un vieux livre et m'assis sur le canapé du salon en faisant semblant de lire. La lumière tamisée éclairait les pages, mais je ne pouvais pas lire un seul mot. Ma tête tournait. Je pensais à Daniel, mon fils, qui croyait vivre heureux avec Allison, sans connaître la vérité. Comment pouvais-je lui dire que sa femme et son propre père nous trahissaient? Je pensais à la chaîne de boulangerie, aux 40 années de travail et de nuits blanches, à toutes les disputes avec Julian pour défendre mon rêve. Il ne l'avait jamais vraiment compris, mais j'étais convaincue qu'il me soutenait. Maintenant, je savais qu'il attendait juste le bon moment pour tout prendre. 1 heure plus tard, Julian se réveilla et tituba jusqu'à la cuisine pour boire de l'eau. Il vit les clés sur le comptoir et ne se douta de rien. « Tu ne dors toujours pas, Juliette ?» demanda-t-il d'une voix endormie. J'ai souri et répondu « Non, je lis juste un peu. Finis ton verre d'eau et retourne te coucher. » Il a hoché la tête, bu, puis est retourné dans la chambre, où il s'est immédiatement mis à ronfler. Je l'ai regardé comme s'il était un étranger. Cet homme, qui m'avait promis de rester avec moi jusqu'à la fin, prévoyait maintenant de détruire ce que j'aimais le plus. Mais il ne savait pas que j'avais déjà commencé ma contre-attaque. À l'aube, je me suis levée. La lumière du soleil pénétrait timidement par la fenêtre de la boulangerie. J'étais dans ma cuisine habituelle, pétrissant la pâte, préparant des pâtisseries
et des friandises pour une importante commande d'un hôtel. Je pressais la patte de toutes mes forces, canalisant ma rage dans chaque mouvement. Quand je suis rentrée à la maison pour le petit déjeuner, je fis un effort pour garder un visage calme. Julian était déjà debout, une tasse de café noir à la main. Je lui servis des œufs et des toasts. Julian, dis-je calmement, je dois me rendre à Berlin demain pour signer un contrat avec un nouveau partenaire. Je suis sûre que je rentrerai tard. Peux-tu t'occuper du dîner? Je l'observai du coin de l'œil. Il leva les yeux, surpris, mais dans son regard brillait quelque chose qui n'était pas de l'inquiétude. C'était du soulagement. Un gros contrat? Demanda-t-il en me prenant la main avec une tendresse feinte. Ne t'inquiète pas. Vas-y, je m'en occuperai. Mais cette étincelle dans ses yeux, cette légère courbe de ses lèvres, comme si un poids avait été levé, me transperça la poitrine. Il voulait que je parte, et je savais exactement pourquoi. J'ai souri et j'ai hoché la tête. Merci. Je t'appellerai si je rentre tard. Il a pris une autre gorgée de café, puis il s'est levé en disant qu'il devait se rendre tôt au bureau. Alors qu'il partait, j'ai vu qu'il avait laissé son téléphone sur la table et que l'écran s'était allumé pour signaler un appel manqué. Le nom qui apparaissait était AT. J'ai froncé les sourcils. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Alison Thomas. J'étais sûre que c'était elle. Avant que je puisse toucher le téléphone, Julian est revenu, l'a attrapé précipitamment et a éteint l'écran devant moi. Je l'avais oublié, a-t-il marmonné avec un sourire forcé, et il est parti. Je suis restée là, à regarder la porte se fermer, me sentant comme si j'avais reçu une gifle. Il ne prenait même plus la peine de le cacher. Ce jour-là, j'ai travaillé comme une machine, livrant du pain, signant des factures et souriant aux clients. Mais mon esprit n'était concentré que sur Julian et Alison. Je ne pouvais pas les laisser continuer leur comédie derrière mon dos et celui de Daniel. J'avais besoin de plus de preuves, d'entendre de leur propre bouche ce qu'ils disaient quand ils pensaient que personne ne les écoutait. Ce soir-là, j'ai fait semblant d'être fatiguée. Je me suis couchée tôt et j'ai dit à Julian « Je dois me lever tôt demain pour prendre le train, donc je vais me coucher. » Il a hoché la tête et m'a tapoté l'épaule. « Repose-toi, Juliette. Fais attention pendant ton voyage demain. » Je me suis allongée et j'ai fermé les yeux, mais j'ai tendu l'oreille, attentive au moindre bruit dans la maison. Vers minuit, lorsque Julian a cessé de ronfler, je l'ai entendu se lever discrètement. La faible lumière de son téléphone brillait dans l'obscurité. Il a quitté la chambre avec son téléphone, pensant que je dormais. Je restais immobile, le cœur battant. Puis, je me levai lentement et le suivis sur la pointe des pieds. Je me cachai derrière l'épais rideau du salon et le vis debout dans un coin sombre près de la fenêtre. Il porta le téléphone à son oreille et parla doucement. « Oui, bien sûr. Viens à la maison demain, nous n'aurons plus besoin d'aller à l'hôtel. Juliette doit quitter la ville pour signer un contrat et elle rentrera tard. » J'ai entendu un petit rire de l'autre côté, la douce voix d'Alison. « C'est génial, papa. Enfin, on va pouvoir se détendre. » Julian a ri et a répondu « Oui, bientôt, je t'attendrai. » Je suis restée là, derrière le rideau, sentant mon sang bouillir. Il ne se contentait pas de me tromper. Il prévoyait de faire de ma maison, celle de mon fils et la mienne, leur lieu de rendez-vous. Je suis retournée dans la chambre en silence. J'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti l'ancien enregistreur de Daniel, celui que je lui avais acheté pour l'université, afin qu'il puisse enregistrer ses cours. J'ai vérifié la batterie, j'en ai mis une nouvelle et j'ai activé l'enregistrement continu. Je l'ai caché derrière la bibliothèque, dans la chambre, à côté de la tête de lit, certain qu'il capturerait tout. J'ai soigneusement ajusté le câble et l'ai recouvert d'un cadre photo de famille. La photo de nous quatre, au mariage de Daniel et Alison. En la regardant, j'ai ressenti une amertume. Le sourire d'Alison, l'étreinte de Julian. Maintenant, tout cela n'était que mensonge. Avant de retourner me coucher, j'ai vérifié une nouvelle fois que l'enregistreur fonctionnait. J'ai placé le cadre photo de manière à cacher le câble. Puis, je me suis allongée, faisant semblant de dormir. Julian est revenu dans la chambre, s'est jeté sur le lit et a ronflé comme si de rien n'était. Mais mes yeux étaient grands ouverts dans l'obscurité, plus éveillés que jamais. J'ai attrapé le réveil et j'ai réglé l'alarme plus tôt que d'habitude. J'ai fermé les yeux, mais pas pour dormir. J'étais prête pour la prochaine étape de mon plan. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, alors qu'il faisait encore nuit. Seule la faible lumière des réverbères pénétrait par la fenêtre. La maison était silencieuse.
Tout ce que j'entendais, c'était le ronflement régulier de Julian dans la chambre. J'étais dans la cuisine, une tasse de café froid à la main, fixant la poêle remplie d'huile qui était déjà sur la cuisinière. C'était la dernière étape de mon plan, un simple piège à fumer, mais suffisant pour révéler la vérité. J'ai attaché une fine ficelle à l'allumeur de la plaque de cuisson. Je l'ai fait passer par la fenêtre et l'ai attachée à un objet lourd, une vieille boîte de café que j'ai trouvée dans le placard. Il me suffisait de tirer dessus à distance pour que la flamme enflamme l'huile, créant une épaisse fumée noire suffisante pour alerter les voisins. J'ai entrouvert la fenêtre près de la cuisinière pour que la fumée puisse s'échapper. Puis, j'ai fait un essai. La fumée s'est rapidement élevée, formant des spirales comme un avertissement. Je l'ai immédiatement éteinte, j'ai tout vérifié à nouveau et je me suis assuré de ne laisser aucune trace qui pourrait éveiller les soupçons de Julian. J'ai enfilé une veste, pris mon grand sac à main et fait semblant de partir en voyage. Avant de partir, je suis allé dans la chambre et j'ai doucement secoué Julian. Je dois aller à la gare tout de suite, lui ai-je dit d'une voix calme. Je vais signer un contrat. Je rentrerai probablement tard ce soir. Il a ouvert les yeux et m'a répondu d'une voix endormie. D'accord, fais attention, Juliette. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Puis il a enfoui son visage dans son oreiller et s'est rendormi. J'ai regardé l'homme que j'avais autrefois aimé et en qui j'avais confiance. Allongé là, inconscient du piège qui l'attendait, je me suis détourné, le cœur lourd, mais les jambes fermes. Au lieu d'aller à la gare, j'ai traversé la rue pour me rendre chez Madame Peterson. C'était ma voisine et mon amie. Elle a ouvert la porte et m'a regardé avec inquiétude lorsqu'elle a vu mon sac à main. Juliette, que fais-tu debout si tôt? Quelque chose ne va pas? M'a-t-elle demandé avec affection. Je lui ai adressé un sourire forcé. Madame Peterson, puis-je rester ici quelques heures? J'ai besoin de surveiller ma maison. Elle a froncé les sourcils, mais n'a rien dit d'autre. Elle m'a servi une tasse de café chaud et m'a donné une chaise près de la fenêtre. De là, je pouvais voir l'entrée de ma maison où Julian et Allison allaient entrer et où la vérité allait être révélée. Vers 10 heures, un taxi s'est arrêté devant la maison. Allison en est sortie vêtue d'une robe légère, à fleurs et de lunettes de soleil foncé, comme si elle avait peur que quelqu'un la reconnaisse. Julian a ouvert la porte, a regardé autour de lui avec précipitation et l'a rapidement fait entrer. Je serrai fermement ma tasse de café, le cœur battant à tout rompre. C'est l'heure, murmurai-je en activant l'application sur mon téléphone connecté à l'enregistreur caché que j'avais laissé dans la chambre. Le son commença à sortir de mes écouteurs. Le rire d'Allison, le tintement des verres, des pas lourds. Puis, j'entendis la voix grave de Julian. Très bien, nous n'avons plus besoin de nous cacher dans un hôtel. Allison a ri. Tu sais vraiment choisir tes moments. La vieille vache est partie, n'est-ce pas? J'ai mordu mes lèvres, retenant ma rage en l'entendant me traiter de vieille vache avec tant de mépris. Puis, le lit a commencé à grincer, accompagné d'autres bruits que je ne voulais pas continuer à écouter. J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et me suis dit « Encore un peu, Juliette, encore un peu ». Quelques minutes plus tard, Allison a soudainement crié « Qu'est-ce que c'est que ça? On est coincé !» Sa voix était remplie de panique, presque en sanglots. Julian a grogné « Tais-toi, attends, laisse-moi voir ». J'ai souri. J'ai à peine touché mon téléphone et j'ai activé le piège à fumer à distance. La ficelle a tiré fort. La plaque de cuisson s'est enflammée. La poêle remplie d'huile a pris feu. Une épaisse fumée noire s'est échappée de la fenêtre de la cuisine en formant des volutes, se répandant à l'extérieur comme un signal d'alarme. Madame Peterson a poussé un cri. Elle a regardé par la fenêtre. « Juliette, ta maison est en feu !» J'ai fait semblant d'avoir peur, mais à l'intérieur, je me sentais étrangement calme. Les voisins ont commencé à sortir dans leur jardin en criant « La maison de Juliette est en feu, appelez les pompiers !» Un homme qui se trouvait à proximité, M. Muller, a rapidement sorti son téléphone et a appelé les pompiers. Je suis restée là, serrant fermement ma tasse de café, les yeux fixés sur ma maison. Tout se déroulait comme prévu. Dans mes écouteurs, la voix d'Allison semblait de plus en plus désespérée. « Julian, fais quelque chose. Je ne peux pas bouger. » La voix de Julian rugissait. « Ne crie pas, j'essaie. » Mais je savais qu'il ne pouvait rien faire. La superglue industrielle que j'avais échangée faisait déjà son effet, les piégeant dans leur moment le plus humiliant. Je les imaginais se débattre, effrayés, et une partie de moi se sentait satisfaite.
Non pas parce que j'étais cruelle, mais parce qu'il m'a poussé à cela. Il voulait me prendre ma boulangerie, ma famille, voire mon honneur. Maintenant, j'allais leur faire payer. Je regardais par la fenêtre, la fumée continuait de monter, devenant de plus en plus épaisse. Les voisins se rassemblaient, criant dans la panique. Que se passe-t-il demanda quelqu'un. Où est Juliette? Elle est partie en voyage d'affaires. C'est ce que j'ai entendu dire, répondit un autre. Madame Peterson, debout à côté de moi, me regarda d'un air soupçonneux, mais ne dit rien. Elle se contenta de me serrer doucement la main. Je savais qu'elle avait un pressentiment, mais je n'avais pas besoin de lui donner d'explication. La vérité était sur le point d'exploser, et j'étais prêt. À peine 10 minutes plus tard, la sirène d'un camion de pompiers retentit au bout de la rue comme un glas funèbre. Le véhicule rouge accéléra et dérapa avant de s'arrêter devant ma maison. Je vis Daniel sauter du siège du conducteur dans son uniforme de chef des pompiers, le visage tendu. Mon fils a crié d'une voix ferme. Préparez vite le matériel, il y a peut-être des gens à l'intérieur. Je l'ai regardé et j'ai ressenti une vive douleur. Mon fils, toujours si fier de sa famille et de ses parents. Il était maintenant sur le point d'affronter la vérité la plus cruelle. J'avais envie de courir vers lui, de le serrer dans mes bras et de lui dire « Je suis désolée, Daniel ». Mais je n'avais pas d'autre choix. Je suis restée immobile, laissant les choses suivre leur cours. La fumée continuait de s'élever en épaisse volute depuis la cuisine, laissant croire à Daniel et à son équipe qu'il s'agissait d'un incendie grave. Mon fils ouvrit la voie en enfonçant la porte d'entrée à coups de masse. Le bruit du bois qui se fendait résonna dans l'air. Ses coéquipiers le suivirent avec des lances à incendie et des extincteurs. J'écoutais l'agitation qui régnait dans la chambre. Les cris désespérés de Julian se mêlaient aux sanglots d'Allison. « Fais quelque chose, Julian. Je ne peux pas bouger. » Julian grogna. « Tais-toi, ne crie pas. » Je me mordis les lèvres, serrant le téléphone où l'application continuait de transmettre le son provenant du microphone caché. Ils étaient piégés, impuissants, exactement comme je l'avais prévu. Daniel entra dans la chambre et je pouvais imaginer ce qu'il avait trouvé. Son propre père et sa femme, nus, collés l'un à l'autre sur le lit, le visage pâle de douleur et de panique. Je n'étais pas là, mais à travers mes écouteurs, j'entendis la voix de Daniel vaciller. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Un pompier derrière lui murmura surpris. « Oh mon Dieu !» Un autre ne put se retenir et laissa échapper un rire nerveux, mais Daniel cria immédiatement « Silence !» Je savais que ce cri n'était pas seulement destiné à maintenir l'ordre, mais qu'il s'agissait de la dernière tentative de mon fils pour cacher sa douleur. L'humiliation était désormais exposée non seulement à Daniel, mais à toute l'équipe de pompiers et à tout le quartier. Un pompier est sorti en courant et a dit à Daniel « Chef, la fumée est sous contrôle. » Ce n'était qu'un petit feu d'huile, rien de grave. Mais Daniel ne répondit pas. Je me dis que le jeune homme était toujours dans la chambre, paralysé par ce qu'il voyait. Les voisins commencèrent à arriver, se pressant devant la porte, pointant du doigt et chuchotant. « Que se passe-t-il ?»« C'est Julian et sa belle-fille !» s'écria une femme, la voix pleine d'étonnement. « Oh mon Dieu, comment cela a-t-il pu arriver ?» renchérit une autre. Madame Peterson, debout à côté de moi, a sorti son téléphone et a commencé à filmer en silence, approchant la caméra de Julian et Allison, qui se tordaient de douleur dans leur lit, le visage déformé par la souffrance. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de pitié et de colère. « Juliette, tu étais au courant, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement hoché la tête doucement, sans quitter la fenêtre des yeux. Daniel est sorti de la chambre. J'ai entendu le bruit sourd de ses bottes sur le parquet. À travers mon casque, j'ai entendu Julian crier d'une voix rauque « Faites sortir tout le monde d'ici. Fermez la porte, Daniel !» Mais il était trop tard. Tout le quartier était rassemblé, les visages méprisants, les chuchotements ressemblant à un chœur de honte. Le beau-père et la belle-fille pris en flagrant délit. « Incroyable !» s'exclama un homme. « Pauvre Juliette, comment en est-on arrivé là ?» Un autre soupira. Après un moment d'hésitation, les pompiers durent agir. Ils enveloppèrent Julian et Allison dans des draps, essayant de couvrir leurs corps collés l'un à l'autre, et les emportèrent sur des civières. Je pouvais entendre les sanglots brisés d'Allison mêlés à ses gémissements de douleur. « Faites quelque chose, s'il vous plaît, je n'en peux plus. » Julian marmonna faiblement. « Ne laissez personne nous voir. »
Mais tout le quartier les avait déjà vus. Il y avait des regards de dégoût, des rires moqueurs et des hochements de tête déçus. Ils furent emmenés enveloppés dans un drap fin au milieu des murmures grandissants. Quelle honte! Le beau-père et la belle-fille. Mon Dieu, c'est répugnant.